Hop. Bon, bah, je vous propose qu'on introduise ce webinaire. Donc, bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. On va parler aujourd'hui de la réduction de l'impact environnemental de vos produits. Donc, avec une première partie sur les solutions techniques qu'on peut vous proposer et aussi les dispositifs associés à ces différentes solutions. Donc pour commencer, un petit rappel, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions de GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à les poser à cet endroit pour qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire. Et si besoin, on pourra également reprendre contact avec vous pour des projets personnels éventuellement. Et pour la présentation, vous pouvez aussi la retrouver dans les documents à distribuer avec d'autres plaquettes qui pourraient vous intéresser également. Vous pouvez aussi accéder au webinaire à la fin de la présentation, il vous sera envoyé ultérieurement. Voilà pour les questions d'organisation, enfin d'ordre organisationnel, pardon. Donc pour commencer, on va peut-être pouvoir se présenter avec mes collègues. Donc je vous laisse commencer, éventuellement Guillaume. Oui, bonjour à tous. Guillaume Messin, donc moi je suis en charge au sein d'IPC du développement des activités avec en particulier l'axe économie circulaire. Voilà, je vais parler aujourd'hui de recyclabilité des produits. Bonjour à tous, donc Rémi Lortivar, moi je suis en charge de tout ce qui est éco-conception au sein d'IPC avec une volonté de déployer tout ce qui est démarche justement autour de cette thématique pour voir comment on améliore l'empreinte environnementale des produits. Et donc pour ma part, Julie Perron, je suis chargée des relations en entreprise pour IPC et donc je suis un peu votre porte d'entrée sur les régions ouest de la France pour tous vos besoins chez IPC. Donc on va pouvoir commencer. Hop, moi je vais couper ma caméra pour pouvoir présenter. C'est parti. Donc pour remettre un petit peu de contexte à cette présentation, donc vous n'êtes pas sans savoir que voilà, il y a pas mal de réglementations autour du sujet, que ce soit à l'échelle française ou européenne, donc notamment pour la partie démarche d'éco-conception, mais aussi pour l'intégration de matières premières recyclées, le recyclage et les notions de recyclabilité des produits. Donc, concernant la loi AGEC et le décret 3R, c'est plutôt dans un objectif de faire du consommateur un acteur de la transition écologique. Donc, ça passe par des plans quinquennaux d'éco-conception qui parlent également d'intégration de matières premières recyclées. Ça passe également par des incitations financières comme le système de bonus-malus. Une demande également de transparence auprès du producteur pour que voilà, son produit soit connu auprès des autorités compétentes et du consommateur, notamment grâce par rapport au taux de MPR. Et aussi des objectifs de recyclage, puisque d'ici 2025, 100% des emballages en plastique à usage unique devront être recyclables et recyclés. Côté Europe, donc là pour les dernières nouveautés, côté PPWR, qui est complètement dédié aux emballages, là on va avoir des objectifs d'intégration de matières premières recyclées post-consommation pour ces emballages en plastique d'ici 2030. Donc pour cela, il y a une méthodologie qui va être appliquée à partir de 2026. Donc pour le moment, elle n'est pas encore disponible, mais à partir de 2026, il y aura la méthode de calcul et de vérification de cette intégration de matières premières recyclées. Et ça, c'est pour tout simplement avoir un contrôle finalement du contenu recyclé dans les produits, quelle qu'en soit l'origine. Donc, c'est un petit peu le principe de clause miroir pour éviter la concurrence notamment. Donc, enfin, la concurrence déloyale.
Donc, il y aura bien évidemment des exceptions pour les emballages qui sont notamment compostables ou dont la part de plastique est inférieure à 5% du poids total du produit. Donc ça, c'est pour la partie matière première recyclée, mais après, pour la mise sur le marché d'emballages recyclables, ce sera obligatoire en 2030 pour l'échelle européenne. Donc, à l'exception d'emballages dits innovants, pour lesquels il faudra notifier et prouver cette innovation et donc le fait que ça sorte du cadre de la réglementation. Enfin, il y a le règlement sur l'éco-conception qui étend justement ces exigences d'éco-conception et de durabilité à quasiment toutes les catégories de produits. Donc, ça passe par différentes actions, que ce soit l'information du consommateur via notamment les passeports numériques, mais aussi différents encadrements qui sont spécifiés. Donc ça, pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre blog, puisqu'il y a des articles qui sont dédiés à ces trois sujets, et puis il y a régulièrement des informations sur le sujet dans nos publications. Donc, en parallèle de cette réglementation, il y a évidemment les filières REP, responsabilité élargie du producteur, qui visent à contribuer finalement à la prévention des déchets et à la gestion des déchets en fin de vie par le metteur en marché. Donc ça, il y a des REP qui étaient déjà existantes et notamment qui ont été étendues, comme la REP emballage. Mais il y en a d'autres qui sont encore en cours de création, donc depuis 2021 notamment, pour la mise en place de nouvelles REP. Donc ça, c'est pareil, on travaille sur ces sujets-là en collaboration avec les filières, et ça, c'est important pour la suite également. Donc pourquoi c'est important? Parce que on note notamment, donc vous pouvez voir sur ce graphique de l'OCDE, que finalement la consommation de plastique, elle n'a pas spécialement prévu de réduire, au contraire, puisque entre les chiffres de 2019 et puis les projections à 2060, on compte plutôt une multiplication par 3 des tonnages. Donc c'est important qu'on puisse gérer ces flux de plastique grâce à ces différentes mesures, et puis qu'on puisse proposer des plastiques de plus en plus vertueux. Donc pour ça passe par une évolution éventuellement de l'approvisionnement. Donc là, le graphique que vous voyez à l'écran, c'est un graphique de la feuille de route de Plastics Europe qui montre que justement, il n'y a peut-être pas, donc là la projection est différente, mais donc l'augmentation de plastique n'est peut-être pas aussi importante. Par contre, c'est intéressant de voir l'évolution de l'approvisionnement. Donc le fait qu'il y a une part de plastique réemployé et réutilisé qui viendra réduire finalement l'augmentation de la consommation de plastique. Et d'autre part, des plastiques plus circulaires avec du plastique issu de recyclage mécanique, de recyclage chimique, issu de la biomasse aussi, donc tout ce qui est plastique biosourcé, mais aussi issu de la capture de carbone, donc pour les nouveaux gisements, on va dire, de plastique. Et donc, ça viendrait contrebalancer la proportion de plastique pétro-sourcé dont on est encore très dépendant aujourd'hui. Donc voilà pour un peu d'éléments de contexte. Et donc pour la suite, je vais laisser la parole à mon collègue Guillaume sur la partie recyclabilité. Parfait, merci Julie. Alors effectivement, on va parler recyclabilité et finalement recyclage. Si tu peux passer au slide suivant, Julie. Voilà, ce qu'on voit, et Julie nous l'a un petit peu présenté aujourd'hui, c'est qu'on va avoir de toute façon dans les années à venir des besoins croissants en matière plastique.
probablement à la fois vierges et recyclées. On a les réglementations qui vont globalement nous contraindre les industriels à intégrer de plus en plus de matières recyclées. Donc on va avoir des grands enjeux dans les années à venir, liés notamment à la qualité des gisements. Donc en fin de compte, les principales problématiques, ça va être vraiment d'avoir des filières capables de capter les différents flux de déchets plastiques, de s'assurer évidemment qu'en fin de vie, tous ces futurs déchets ne viennent pas polluer les filières de recyclage existantes, qu'on se retrouve pas avec des pollutions de gisements et qu'on arrive à avoir des gisements vraiment qualitatifs, de façon à pouvoir les incorporer de façon de plus en plus massive au sein des différents produits. On a vu également le nombre de filières REP augmenter ces dernières années. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la quasi-totalité des filières industrielles qui mettent sur le marché des produits plastiques sont soumises à des REP, avec des exigences qui sont différentes selon les secteurs d'activité. Mais globalement, sur chacune des filières REP, on va retrouver des éco-organismes à qui vous, en tant qu'industriel, allez devoir prouver finalement que les produits que vous mettez sur le marché sont à la fois recyclables et contiennent de la matière recyclée. Et puis évidemment, apporter des garanties aux consommateurs, c'est-à-dire communiquer auprès des clients et des utilisateurs sur, sur la qualité des produits que vous mettez sur le marché. Si tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc pour cela, au sein d'IPC, on a depuis quelques années maintenant une ligne pilote de tests de recyclabilité. Donc c'est une ligne qui est vraiment destinée aux industriels qui cherchent à venir tester un petit peu leurs différentes solutions techniques et regarder comment se comportent à la fois les matières, comment est-ce qu'on est capable de venir trier, séparer les différents plastiques en mélange, par exemple, et également aller jusqu'à la régénération des matières plastiques et refaire différents types de produits. Voilà, donc c'est une ligne qui est globalement extrêmement modulaire, qui reprend finalement la plupart des briques technologiques qu'on voit aujourd'hui sur les différents centres de recyclage, mais à échelle pilote, donc ce qui permet de faire ce type d'évaluation avec des quantités de matière significativement inférieures. Alors généralement, on est plutôt sur des choses qui se passent en amont, sur des phases de R&D, où en tant qu'industriel, vous cherchez à vous assurer de la bonne triabilité, la bonne séparabilité, la bonne recyclabilité de vos différents produits. Ce qu'on voit à l'écran, c'est typiquement le synoptique d'un test de recyclage, où on va arriver en haut de l'écran avec une problématique de recyclabilité. Vous avez un produit en cours de développement, vous cherchez à vous assurer que ce produit-là, qui contient peut-être une certaine innovation, ne soit pas perturbateur finalement dans un flux, dans un gisement donné. Donc les étapes, on va dire standards de ce type d'exercice, c'est des étapes de réduction de taille, de lavage, de séparation par flottaison. Et puis ensuite, selon le type de matière, selon si on est sur des matériaux rigides ou flexibles, on va peut-être aller en étape 4 sur de la thermogranulation. Ça, c'est plutôt valable c'est valable sur des matériaux souples, par exemple, des films. Puis régénérer de la matière, transformer en flacons, en tubes, en éprouvettes, en plaques, en film, pour venir caractériser ces matières en mélange avec des matériaux témoins. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre votre produit d'innovation, de refaire un mélange avec un produit dont les propriétés sont connues et de venir évaluer si ce produit n'a pas de déviation par rapport aux caractéristiques du produit de référence. Voilà, ça c'est vraiment
schéma classique d'un test de recyclabilité. Alors du côté d'IPC, on a également un partenariat fort avec le COTREP. Donc le COTREP qui est le comité technique de recyclage des emballages plastiques. Le COTREP, son rôle en France, c'est vraiment, enfin pour la filière nationale, c'est vraiment de définir finalement les exigences et les produits ou les technologies qui sont jugés compatibles avec des flux de déchets. Et nous, du côté d'IPC, on est en charge de la partie technique, c'est-à-dire la réalisation des différents tests. Donc là, vous voyez par exemple à gauche un certain nombre d'avis généraux sur l'impact de différentes technologies sur des matières plastiques. Voilà, donc c'est des tests qui sont réalisés au sein d'IPC sur notre ligne pilote et pour lesquels le COTREP émet des avis techniques qui vont servir à la profession. C'est-à-dire qu'on va globalement vous dire, bah voilà, l'impact du SIOX sur un souple PE avec des guidelines qui vont vous donner des taux d'intégration maximum, qui vont éventuellement bannir l'utilisation de certaines matières ou substances au sein des différents produits. Également, par rapport à la plutôt dans une optique finalement d'allégation ou de communication extérieure, notamment auprès de vos clients, des certifications qui sont possibles sur vos différents produits. Alors essentiellement sur les produits type emballage ménager, à la fois souple et rigide, sur lesquels il y a des schémas de certification qui existent. Donc là, on mentionne par exemple le schéma Recyclas. Recyclas, qui est un schéma de certification qui émane de Plastics Recyclers Europe, pour lequel on est en capacité au sein d'IPC, en tout cas, de venir certifier la recyclabilité de vos produits. Donc là, ce que vous avez à l'écran, typiquement, c'est des exemples, des exemples de certificats et de certifications qu'on est capable d'apporter sur différents produits plastiques, pour lesquels on va globalement regarder un petit peu la composition, ce qu'il y a dans les produits, et en fonction de l'état des connaissances, des différentes guidelines, on va avoir une note, c'est ce qu'on voit un petit peu en bas à droite de l'écran, allant de A à F, qui vient attester de la recyclabilité des différents produits. Toujours du côté de Recyclas, lorsqu'on a finalement un doute ou en tout cas qu'il y a une technologie sur laquelle on n'a pas forcément de retour d'expérience, Recyclas offre la possibilité de venir tester et justifier et prouver finalement la recyclabilité des différents produits. Donc là, c'est des essais qui reprennent le synoptique dont j'ai parlé précédemment. On va venir prendre votre produit d'innovation, l'incorporer à différents taux dans un matériau de contrôle et regarder les différents résultats en sortie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déviation et que l'innovation ou la technologie spécifique que vous avez au sein de vos produits ne viennent pas perturber un flux, un gisement donné. Ça, c'est vraiment le principe de ces essais de recyclabilité. Et donc, cette ligne de recyclage et cette approche et ces différents tests sont aussi reconnus par Recyclas, donc IPC et laboratoire accrédités pour mener ce type d'évaluation. Alors, quelques exemples pour terminer sur la partie recyclage, recyclabilité, qui me semblait intéressant peut-être de partager. Alors, même si on ne va pas aller forcément dans des cas concrets ou on ne va pas aller donner des indications vraiment spécifiques, mais des questions qu'on a régulièrement et qu'on se pose régulièrement et vraiment des éléments importants sur lesquels, en tant qu'industriel, vous devez être aussi sensibilisé. On a un exemple peut-être sur des matériaux rigides type packaging qu'on pourrait retrouver dans le secteur cosmétique, par exemple, sur lequel on va avoir, alors plus généralement en termes de forme et de triabilité,
des problématiques liées à la forme de la pièce, du produit, et à sa taille et à son aptitude à être compacté. Il faut toujours se poser la question avant d'imaginer une fin de vie, ou en tout cas une recyclabilité ou un recyclage du produit. Est-ce que mon produit va déjà bien être traité et être entraîné dans les différents gisements? Donc ce qu'on voit parfois, c'est des packagings qui pourraient être circulaires et difficilement compactables, qui auraient tendance à venir rouler sur les tapis sur les lignes infrarouges, dans les centres de tri, et finalement ne jamais venir être entraîné dans les bons gisements. Donc ça fait partie des tests en termes de triabilité que l'on est capable de réaliser et qui sont importants pour s'assurer déjà que le produit en question va bien aller dans le bon flux. Ensuite, sur le corps du produit, on va retrouver des problématiques liées à la présence de barrières ou de certaines technologies. Alors, on peut penser à des barrières polyamides, des VOH, de la fluorination. Il y a certains additifs également qui sont problématiques. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Sur les systèmes de pompe ou globalement des systèmes de fermeture, est-ce qu'on a la présence de ressorts métalliques sur des pompes? Est-ce qu'on a des joints, par exemple, en SEBS ou des produits similaires, de la mousse ou des parties moussées qui viendraient modifier la densité des éléments présents? Et également sur la partie étiquette ou marquage, sur lesquels on a également beaucoup de questions de la part d'industriels et beaucoup d'interrogations également, avec la nature des étiquettes, en papier, en polyolefine, avec certaines densités. Beaucoup de questions aussi sur l'IML, tout ce qui est label dans le process, in-mold labeling. Le type d'encre utilisée. On a des encres qui sont plus ou moins reconnues ou homologuées. Et puis des taux de couverture du produit. On imagine que si on a un produit, par exemple, en polypro avec une étiquette qui est, je sais pas, en PET ou en polyolefine, mais autre que du polypro, et qui viendrait couvrir la quasi-totalité du packaging, on pourrait avoir des difficultés de lecture sur la nature du produit. Un autre exemple sur des produits plutôt souples, sur des films, où on a régulièrement des questionnements de la part d'industriels sur des multicouches, par exemple, avec des propriétés barrières assurées par du polyamide, de l'EVOH, sur lesquelles on est parfois en limite de l'état des connaissances et pour lesquelles on a besoin de venir tester les différents produits pour s'assurer qu'on n'ait pas de difficultés et de matières ou d'additifs ou de barrières qui viendraient potentiellement perturber les gisements. Voilà, la couleur évidemment, c'est aussi souvent un problème. Attention au noir qui contiendrait du noir de carbone et qui ferait que la lecture en machine de tri infrarouge soit compliquée. Et puis toujours des problématiques autour des adhésifs utilisés dans les étiquettes ou les systèmes de labels, sur lesquels il faut être vigilant par rapport à la nature de l'adhésif, par rapport à la nature des encres utilisées. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments sur des sites comme par exemple Recyclas, qui présentent des guidelines de conception avec un petit peu l'état des lieux, des connaissances des produits autorisés, non autorisés ou pouvant perturber en tout cas des filières. Vous retrouverez également pas mal de choses du côté du COTREP sur l'impact des différentes technologies ou des différents produits type barrière, label, noir de carbone, etc. Sur leur site web. Un dernier exemple sur une filière qui est en cours de structuration, une filière REP qui est la filière des articles des jeux et jouets, pardon. Mais ça pourrait être transposable sur d'autres filières, type
articles de sport et loisirs, articles de bricolage et de jardinage. Toujours se poser un petit peu la question du désassemblage, des multimatériaux. On sait qu'on va souvent, c'est notamment le cas sur du jouet, hein, on va souvent se retrouver sur des produits qui vont contenir différentes matières, avec des matières plastiques, potentiellement des parties métalliques, de la présence de noir de carbone éventuellement, et également, si on pense un petit peu des assemblages et puis à différentes étapes, peut-être des sous-éléments ou des sous-ensembles qui pourraient avoir des tailles inférieures et potentiellement se retrouver en refus de tri. D'où l'importance de bien concevoir et de bien anticiper vraiment dès la phase de conception ces produits. Et pour assurer la transition, je laisse la parole à Rémi sur la partie éco-conception et les différentes démarches sur l'éco-conception. Merci Guillaume. Oui, effectivement, donc là on a eu un focus sur la partie recyclabilité, mais plus largement pour traiter l'empreinte environnementale du produit et des produits qu'on met sur le marché. Se développe de plus en plus l'éco-conception, qui a pour vocation justement à anticiper le plus en amont possible toutes ces problématiques. On a parlé de la recyclabilité, on a parlé d'intégration de matières recyclées, mais aussi du réemploi. On a vu quelques bribes d'augmentation en termes de demande sur ces thématiques-là par les différents éco-organismes. Donc le but de l'éco-conception, c'est d'essayer de chiffrer un petit peu tout ça et de mesurer un petit peu les progrès finalement qu'on fait sur le développement des produits de deux manières, finalement en s'assurant qu'on a exploré l'impact environnemental du produit qu'on est en train de développer sur l'ensemble des phases de vie de sa réalisation, c'est-à-dire extraction de matières premières, fabrication, distribution, l'utilisation et la gestion de la fin de vie, dont on vient d'avoir un focus particulier, et puis de le mesurer sur différents critères, parce que potentiellement on parle beaucoup de l'empreinte CO2, mais il peut aussi y avoir une quantité de ressources exploitées. On parlait de l'augmentation de la quantité de plastique et de la demande qui va être associée si on fait que du pétro-sourcé. On continue à exploiter toujours le même filon qui est en difficulté aujourd'hui. Et puis potentiellement aussi la génération de déchets supplémentaires. Donc derrière, c'est de voir un petit peu comment finalement on met tout ça en place. Et l'idée de l'éco-conception, c'est bien de garder la fonction du produit et donc que le produit puisse bien répondre aux besoins existants, tout en minimisant l'impact environnemental. C'est pas une question de dire ok, ben je réduis la capacité de mon produit, mais c'est bien de maintenir finalement un service, le service qui est demandé par le produit, en minimisant son empreinte environnementale. Donc derrière, si on essaie de se représenter un petit peu la situation actuelle par une visualisation qui est la colline de la valeur, qui est assez intéressante. Aujourd'hui, finalement, on a un système qui exploite des ressources, qui fabrique, qui ajoute de la valeur finalement sur un tas de produits qu'on met sur le marché, qui ont une durée de vie relativement courte et qui finissent assez rapidement en fin de vie, avec un taux grandissant en termes de recyclage, mais principalement incinération et enfouissement, qui font que le produit finalement va perdre de sa valeur. C'est très consommateur de ressources, c'est très émissif en termes de polluants et potentiellement en termes de génération de déchets, c'est aussi majeur. Donc l'objectif, c'est de basculer vers un autre schéma, un schéma plus circulaire, où finalement on va raisonner en faisant attention finalement sur toutes les étapes de cycle de vie, en essayant de faire attention à l'approvisionnement qu'on va mettre en place, en essayant de créer le maximum de synergie au niveau des territoires pour mettre en commun le maximum de choses. C'est ça qu'on va appeler l'écologie industrielle et territoriale, c'est de voir dans quelle mesure finalement les déchets des uns peuvent servir comme ressources pour les autres, de voir comment potentiellement on va être capable de récupérer tout ce qui est chaleur fatale des machines, voir un petit peu comment on va être capable de mettre en commun un certain nombre de biens pour minimiser la quantité de machines en place. Je pense notamment aux broyeurs ou ce genre de choses qui peuvent être mises en commun sur des zones géographiques. Et puis essayer de garantir des circuits de proximité.
Ça pour minimiser finalement l'empreinte dans la création du produit. Et derrière, d'allonger, et ça c'est un facteur important, c'est sur la phase d'usage, d'allonger et de maintenir en vie finalement les différents produits qui sont sur le marché par la réparation, par les usages partagés, par potentiellement l'économie de la fonctionnalité aussi, qui peut être le fait de disposer de la fonction, mais pas forcément du bien à titre personnel. C'est un peu les voitures en partage ou ce genre de choses qu'on peut voir. Et puis derrière, quand on arrive finalement à la fin de vie, parce qu'il y a bien une fin de vie même pour un produit remployable, il y a bien un moment donné où il arrive en fin de vie, c'est de voir comment on est capable finalement de maintenir le plus de valeur possible dans le produit pour éviter d'arriver jusqu'au déchet qu'il va falloir gérer soit par enfouissement ou incinération. Donc le but, c'est de voir comment on est capable de réintégrer jusqu'à la matière les différentes parties du produit dans la boucle du cycle de vie. Donc, ce qu'on voit bien là, c'est, si tu peux juste revenir en arrière, excuse-moi. Donc, l'éco-conception, finalement, c'est pas, on la présente parfois comme un des piliers par rapport à tout ce qui est approvisionnement durable et ainsi de suite, mais finalement, c'est un peu l'ensemble. C'est comment on regarde le produit dans son ensemble pour voir comment on peut servir de toutes ces briques pour être capable de minimiser l'empreinte du produit. Et ce qu'on voit, c'est que le recyclage, finalement, de la matière, on est sur le geste ultime, finalement, qui va nous permettre de garantir un maintien et une utilisation de la valeur contenu dans le produit. Mais avant ça, il y a un certain nombre de choses, notamment le réemploi, la réutilisation, le reconditionnement, qui doit être étudié pour justement conserver de la valeur et minimiser l'énergie nécessaire à remettre en œuvre finalement la matière du produit. Donc si on essaie de voir maintenant comment on déploie ça, et on pourrait faire le parallèle avec les exemples qui ont été pris par Guillaume sur la partie recyclabilité, le but c'est de redéfinir toujours et de repartir à la base sur, c'est un peu ça finalement, la démarche de conception, c'est de se dire, ok, je fais un pas de recul et je reprends un petit peu toutes les habitudes que j'avais hier et je regarde mon produit un petit peu différemment, en me rappelant bien quels sont les besoins auxquels je réponds avec ce produit auprès du client, quelles sont les spécifications qu'il faut que je respecte, donc comment je réinterroge mon cahier des charges pour voir, tiens, toutes ces spécifications que je mets, est-ce qu'elles sont toutes justifiées, est-ce que je peux en optimiser certaines pour voir réduire l'empreinte environnementale de mon produit, et potentiellement comment je retravaille mon business model. Est-ce que je suis capable de faire du réemploi? Qu'est-ce que j'ai besoin pour mettre en place du réemploi? Est-ce que c'est applicable sur la typologie de produits que je fabrique? Donc tout ça pour essayer de construire finalement un cahier des charges et les objectifs du développement qui va suivre. Quand on a réalisé tout ça, on peut basculer à la deuxième phase qui va être de dire, OK, aujourd'hui, j'ai un produit ou une famille de produits qui répond à ce type de besoin et je peux mesurer l'empreinte environnementale. Ce graphique qu'on voit en haut, grosso modo, je vais essayer d'identifier quels sont les gros contributeurs du produit qui est sur le marché et qui existe aujourd'hui pour répondre à un besoin qui est similaire à celui auquel je souhaite répondre, pour identifier où sont les gros contributeurs et où est-ce qu'il faut que je mette l'énergie finalement pour essayer de minimiser l'empreinte environnementale de mon produit. Derrière, je vais essayer d'avoir une deuxième session qui va être plutôt d'identification de toutes les pistes, et on reste toujours sur le graphique en haut à droite, toutes les pistes de réutilisation, de réduction, de recyclage pour essayer d'analyser step by step tout ce que je peux optimiser sur mon produit. Et puis derrière, essayer d'arbitrer ça pour voir quels sont les scénarios les mieux disants qui vont permettre d'atteindre le produit le plus performant. Derrière ça, j'essaye d'avoir une évaluation économique, environnementale et puis technique faisabilité de tout ce que j'ai mis sur la table pour essayer de dégager un concept finalement qui est le plus crédible possible afin de mettre sur le marché, et c'est la dernière petite image, le produit le plus responsable possible. Et dans cette démarche-là, finalement, c'est comme ça qu'on essaye d'accompagner un petit peu les industriels. On est finalement là pour essayer de rechallenger, finalement, pour apporter un œil extérieur, finalement, sur toutes ces spécifications et sur toutes les habitudes de développement qu'on peut avoir sur les différents secteurs d'activité. Par contre, vous restez, quand on vous accompagne, les menants et les sachants sur les objectifs à atteindre sur vos produits. Donc, on est vraiment là dans une démarche d'accompagnement
sur cette démarche d'éco-conception. Et ce type d'accompagnement est également pris en charge, et ça me permettra de faire la transition avec Julie derrière, est également pris en charge pour les entreprises de moins de 250 salariés par l'ADEME avec le diagnostic éco-conception, où on est exactement sur ce schéma-là, avec un focus supplémentaire ajouté sur la sensibilisation pour bien faire comprendre un petit peu à vos équipes quels sont les enjeux associés à la mise en place de tous ces travaux supplémentaires quelque part. On ne change pas la philosophie globale de concevoir un produit. Par contre, l'objectif, c'est de reprendre le temps de se réinterroger, de re-challenger un petit peu les cahiers des charges et de rajouter un paramètre important dans l'équation qui est l'empreinte environnementale du produit. À toi de jouer pour la suite des dispositifs, Julie. Merci Rémi. Donc effectivement, ce qui est intéressant en face de toutes ces solutions techniques, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir plein de dispositifs proposés par l'ADEME, par les régions également, dont vous pouvez vous rapprocher de votre côté localement, par d'autres organismes éventuellement comme BPI France qui agissent aussi sur le territoire. Enfin, voilà, il y a plein d'organismes qui proposent de vous accompagner et donc aujourd'hui, je vais vous présenter notamment les différents dispositifs sur lesquels on est en convention avec l'ADEME. Donc, c'est une convention tripartite entre l'ADEME, IPC et Polivia dans laquelle on vous accompagne finalement dans l'orientation vers le bon dispositif, voilà, vérifier que votre projet correspond bien à l'éligibilité du dispositif et ensuite à la formalisation du dossier. Donc, ça va être une relecture avec vous des différents documents à remplir, des conseils éventuellement si nécessaire sur ce qui peut manquer et on va jusqu'à finalement vous accompagner sur la plateforme de l'ADEME pour déposer puisque voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi de la formalisation du dossier. Donc ça, c'est pris en charge par la convention, donc c'est gratuit. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus et on pourra répondre à vos différentes questions. Donc, comme je disais, sur le site de l'ADEME, il y a quand même un certain nombre de dispositifs et de financements qui sont accessibles à différentes entreprises, donc PME, TPE, moyennes entreprises, grandes entreprises, avec notamment les 3 dispositifs qu'on voit apparaître à l'écran, donc ORMAT, les dispositifs France 2030 et tous les dispositifs d'éco-conception à différents stades de maturité du projet. Donc pour commencer sur la partie finalement production et incorporation de matières premières recyclées, puisqu'il y a à la fois le volet recyclage pour des entreprises qui veulent se lancer dans le recyclage ou alors des recycleurs justement qui veulent augmenter leur capacité, mais aussi le côté incorporation de matières premières recyclées chez le transformateur, donc que ce soit en reprenant du déchet ou en reprenant des matières premières recyclées déjà prêtes et savoir voilà si ça correspond pour l'utilisation qu'on en fait dans le produit. Donc pour ça, il y avait 2 dispositifs. Le premier, c'est ORMAT, Objectif Recyclage des Matières, qui fait suite au dispositif, peut-être que certains ont connu, ORPLAST, donc Objectif Recyclage des Plastiques. Donc là, ça a été, comme son nom l'indique, ça a été étendu à toutes les matières et c'est un dispositif qui s'adresse à tout type d'entreprise pour des projets inférieurs à 2 millions d'euros. Donc, après, il y a des budgets associés au type de projet, c'est-à-dire que si on est dans un axe 1 avec plutôt une étude de faisabilité, un diagnostic, voilà, plutôt une phase d'expérimentation, on ne va pas avoir le même plafond que pour l'axe 2 avec la partie investissement où là, une fois qu'on a vérifié la faisabilité, on va plutôt voir quel type d'équipement dont on a besoin pour mettre en place tout ça dans l'entreprise. Donc, ça peut être des périphériques pour l'incorporation de matières premières recyclées, ça peut être des lignes de recyclage, ça peut être un broyeur. Enfin, voilà, ça peut être en fonction de ce que vous avez déjà en interne, ça peut être assez varié. Donc là, pour ce type de projet, il faut, voilà, il y a la dernière date
de dépôt qui est début septembre, puisque la deuxième date de juin est passée. Mais il faut savoir que voilà, nous, l'ADEME nous a informé qu'il y aurait aussi des dates en 2025. On n'a pas encore le calendrier, mais voilà, c'est un dispositif qui va être reconduit. Alors par contre, pour la partie France 2030, là, le dispositif est clôturé puisque la dernière date était en avril. Pourquoi je vous le laisse à l'écran? Parce que c'était un dispositif qui s'adressait à tout type d'entreprise également, mais pour des projets plus conséquents, donc supérieurs à 2 millions d'euros. Donc c'est pour vous dire tout simplement que il ne faut pas hésiter à surveiller les sites de l'ADEME, puisque il y a des dispositifs assez exceptionnels qui passent de temps en temps. Et donc là, les dernières dates sont passées, mais donc je ne sais pas encore à l'heure actuelle s'il sera relancé. Mais c'était un dispositif assez intéressant pour la mise en place de très gros projets. Donc il ne faut pas hésiter à surveiller tout ça. Donc, côté démarche d'éco-conception, on va avoir plusieurs dispositifs selon la maturité de l'entreprise et du projet finalement. La première étape pour soutenir un petit projet d'éco-conception, ce serait le dispositif tremplin. Donc, tremplin, ça s'adresse plutôt aux petites et moyennes entreprises et comme vous pouvez voir un peu en bas de page, il va y avoir un petit tableau comme ça avec plein de lignes d'action possibles à financer pour votre entreprise. Et donc, parmi ces différentes lignes d'action, il y a une ligne sur l'éco-conception qui est plafonnée à environ 5 000 € selon l'action que vous souhaitez faire. Donc, ça peut être de la sensibilisation à la démarche, ça peut être faire votre premier bilan produit avec les enjeux et la stratégie qui en découlent pour améliorer la performance environnementale soit du produit, soit du service que vous proposez en interne. Donc ça peut être une première façon de mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, côté éco-conception. Et après, donc comme disait Rémi précédemment, on a le DIAG éco-conception qui est proposé donc en collaboration avec donc l'ADEME, le pôle éco-conception et BPI France. Et donc BPI France a pu recenser différents bureaux d'études, cabinets de conseil pour accompagner sur l'éco-conception sur le territoire français. Et donc, il y a un ensemble d'équipes qui sont là pour vous accompagner sur 18 jours à l'éco-conception. Donc, pareil, là, sur la démarche dont parlait Rémi, que ce soit de la sensibilisation ou la formation des équipes à l'éco-conception, jusqu'à la mise en œuvre d'un plan, enfin la préparation de la mise en œuvre d'un plan d'action pour votre produit. Donc ça, en fonction du profil de l'entreprise, ça va être des aides qui vont de 5 400 € à 7 200 €. Alors, juste donc un c'est petit 60 correctif en à plus, 70% d'aide. Je ne sais pas si tu m'entends, Julie. Ouais. Ouais, juste un petit correctif, c'est pas les aides qui sont 5 400 ou 7 200, c'est le reste à charge qui sera de 5 400 ou de 7 200 en fonction des typologies d'entreprise. Ah, C'est un c'est une forfait petite de... coquille alors dans Voilà, ma juste, diapositive. Alors, c'est le c'est reste à donc charge, pour c'est 18 pas jours l'aide. d'accompagnement, on est à peu près à Voilà, 18 c'est 000 une enveloppe à 18 000 € le exactement, dispositif. et Voilà. le reste à charge est de 5 400 si 70% et 5 200 si 60% de prise en charge. Voilà, donc merci pour la précision, Rémi. Hop. Et donc pour pour des projets qui seraient plus avancés, donc si jamais l'éco-conception c'est déjà quelque chose que vous mettez en œuvre chez vous, il y a des dispositifs également qui sont un peu plus avancés côté ADEME, avec un premier sur les études d'éco-conception des produits et des services. Donc là, ça s'adresse, ce qui est intéressant aussi, contrairement au premier dispositif que je vous ai présenté, à toute taille d'entreprise. Et donc là, ça va se présenter un petit peu comme Ormat avec l'axe 1 et l'axe 2. L'axe 1, c'est étude d'éco-conception des produits et des services, avec tout ce qui est diagnostic et déploiement d'une démarche d'éco-conception. Pareil, avec un financement associé à la taille de l'entreprise. Et dans un deuxième temps, vous avez les investissements d'éco-conception, où là, ça correspondrait à un axe 2 pour faire le parallèle avec Ormat, encore une fois. Où là, vous allez financer tous les travaux qui sont nécessaires au sein de votre entreprise et les investissements éventuellement en machines qui
qui serait associée à votre démarche d'éco-conception, ou alors la partie, voilà, tout ce qui est investissement lié à votre produit ou à votre service. Ouais, si je peux essayer de remettre un peu en perspective entre le JAG éco-conception et puis les investissements. Globalement, le JAG éco-conception, on vous accompagne sur un produit donné pour travailler ensemble et mettre en place une démarche d'éco-conception sur le développement de vos produits, avec toute la partie sensibilisation, analyse de cycle de vie, et ainsi de suite, pour déboucher sur un vrai plan d'action concret et chiffré, au moins de manière macro, sur les différentes solutions à mettre en place. Sur l'étude d'éco-conception des produits, on est plus sur quelque chose d'un peu plus massif, donc plutôt une famille de produits ou une bascule d'une famille complète ou de l'ensemble de vos produits, ce qui peut générer des investissements, des études supplémentaires et un peu plus lourdes. C'est pour ça qu'on change un petit peu de modèle et d'aide associée. Et puis l'investissement, c'est pour basculer finalement, de passer du plan d'action qui a été construit dans ces deux dispositifs vers le développement et la mise sur le marché de ces produits éco-conçus. Tout à fait. Donc, pour d'autres précisions, bon, sur la taille des entreprises, c'est à titre de rappel, puisque c'est la définition européenne qui est utilisée côté ADEME, donc pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Comme je l'ai déjà dit précédemment, il ne faut pas hésiter à consulter le site de l'ADEME régulièrement pour vérifier voilà, les dispositifs qui sortent éventuellement, ou les dates des différentes relèves et clôtures. Prendre connaissance des différents cahiers des charges. Je vois notamment pour le dispositif tremplin, je vous ai suggéré le petit tableau où il y a plusieurs actions possibles, donc dont l'éco-conception, mais aussi par exemple des choses sur le bilan carbone également. Enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes à aller voir. Il ne faut pas hésiter à consulter ces documents pour en savoir plus. Et sinon, si vous avez des questions, à revenir vers nous pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Donc voilà pour la présentation des dispositifs. Nos contacts, si nécessaire, s'affichent à l'écran, mais on va pouvoir passer à la partie questions-réponses si jamais vous avez eu des questions pendant notre présentation. Donc, hop, je vais remettre ma caméra et puis départager mon écran. Alors, donc les premières questions. Donc, première question, donc peut-être plutôt côté Rémi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler en quelques mots de l'outil d'ACV pour les plastiques? Avez-vous développé votre propre base de données? Et si oui, avec des fournisseurs? Voilà, je ne sais pas si, ou Rémi ou Guillaume, en fonction, hein, si vous voulez apporter des éléments de réponse sur ce sujet. Oui, donc on peut parler un peu effectivement de ces 3 impacts. Donc il y a un outil d'ACV simplifié finalement. Donc Guillaume fait beaucoup de démonstrations d'ailleurs. Et concernant les données qu'il y a derrière, aujourd'hui, donc on a beaucoup de données qui sont issues de EcoInvent, beaucoup de données, enfin des données qu'on construit de plus en plus en termes de voies de synthèse pour tout ce qui est données matière, on va dire. Et puis tout ce qui est process sur lesquels on s'appuie un petit peu sur tous les travaux en interne côté IPC pour pouvoir alimenter et préciser ces données de process. Si vous voulez Je te déjà laisse plus compléter d'informations peut-être, sur ces 3 R, il y a aussi la plaquette C3R Impact qui est disponible dans les documents à distribuer du webinaire aussi, si besoin. Et Guillaume, je te laisse compléter si. Non, Rémi a dit l'essentiel, hein, C3R Impact, c'est vrai que c'est un logiciel qui est là pour vous faciliter la CV, hein. On est sur une solution logicielle qui est vraiment simple d'utilisation, qui est facile à prendre en main et malgré tout performante, puisqu'on a la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de données provenant majoritairement d'EcoInvent plus celles générées par IPC, de modéliser complètement ces produits, d'avoir des scénarios de comparaison éventuellement. C'est vraiment un outil qui est intéressant. Alors, je pense plutôt la cible, c'est vraiment les services R&D pour faire de l'éco-conception. C'est vraiment un outil qui est très bien pour faire de l'éco-conception. Essayer d'imaginer différents
différents scénarios ou différents types de matières, par exemple, dans un produit. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est parfait pour ça. Et si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou contacter Julie. On sera ravis de rééchanger avec vous sur ce sujet. Et de vous en faire une démonstration si besoin aussi. Donc après, donc il y a une question assez pointue. C'est est-ce qu'à votre connaissance, il y a un cadre normatif particulier en termes de réduction d'empreinte environnementale pour le secteur aéronautique? Alors là, c'est vraiment très précis, mais est-ce que vous avez des éléments à partager ou éventuellement, sinon, on reviendra vers la personne ultérieurement? Tu vois, j'y vais, Guillaume. Rémi? Non, moi, de mon côté, en tout cas, sur la partie réduction de l'impact environnemental, j'aurais pas forcément l'info. Je sais pas si Rémi, toi, t'as des choses de ton côté là-dessus, mais Aujourd'hui, il y a des feuilles de route qui sortent sur la partie décarbonation, on va dire. C'est vraiment le gros focus qui est mis sur la partie aéronautique et on voit qu'il y a des groupes avec qui on travaille justement qui ont ces thématiques et qui cherchent à déployer des démarches d'éco-conception. On essaye d'en accompagner quelques-unes d'ailleurs sur ces thématiques-là, en les formant justement à l'éco-conception pour qu'ils aient le réflexe et qu'ils commencent à se poser toutes ces questions. Après, en termes de cible, j'avoue qu'au cas par cas, je ne saurais pas donner de chiffres précis sur ce qui est attendu, mais c'est plus au global filière, quoi. Je ne sais pas après comment c'est cascadé élément par élément ou composant par composant sur ce secteur d'activité. Après, selon le besoin, on peut aussi prendre rendez-vous ensemble et puis voir selon la pièce ou selon le type d'activité aéronautique concernée, en discuter ensemble en visio. Tout à fait. en tout cas, on sent bien que le secteur aéronautique est de plus en plus mobilisé, concerné, etc. Sur ces thématiques-là. C'est des préoccupations qui sont fortes sur ce secteur d'activité. Belle question pour continuer. Comment s'approcher? Désolée, j'ai pas la question qui s'affiche en entier. Je vais d'une éco-conception pour une entreprise mondiale avec une structure R&D pour la conception des produits déjà bien définis et bridés. Oui, donc là, il y a la dimension internationale, le côté bien précis du secteur aussi. Donc ouais, est-ce qu'il y a des Après, conseils dans ce cas-là éventuellement? le conseil, en fait, c'est que finalement, on n'apprend pas de la démarche d'éco-conception que par les solutions qu'on est capable de mettre en place, mais aussi en identifiant tous les bloqueurs qui nous permettent pas finalement de mettre tel ou tel levier en place. Parce que quelque part, ce qu'on voit, c'est que les réglementations et les secteurs d'activité évoluent très vite sur ces questions-là, et un bloqueur qui est identifié aujourd'hui, potentiellement demain, ce sera une contrainte pour être obligé finalement de dépasser ce bloqueur et pour aller dans cette direction-là, parce que la filière va pousser dans cette direction-là. Donc d'avoir identifié les bloqueurs et de savoir pourquoi on ne peut pas mettre en place tel ou tel levier, c'est déjà avoir un coup d'avance sur la suite et commencer à travailler sur des solutions qui, entre guillemets, vont permettre d'aller présenter aux constructeurs. On est dans l'automobile, donc au constructeur d'aller lui proposer, ok, ben voilà ce que je suis capable de faire si on va dans cette direction-là. Voilà ce que je serais capable de proposer si vous m'enlevez finalement ce bloqueur-là. Ça me permet d'aller encore plus loin sur l'optimisation environnementale de mes produits. C'est sûr que quand on est en B2B, finalement, on répond à la spécification du client au-dessus et on a un peu moins de marge de manœuvre sur ce qu'on est capable de mettre en place sur le produit. Par contre, on peut sensibiliser finalement les donneurs d'ordre globalement à des tendances et à des bonnes pratiques qu'on est en mesure de mettre en place à partir du moment où ils nous donnent la possibilité de le faire. Et je rebondirai là-dessus juste en rementionnant finalement ce qui s'est passé dans la cosmétique il n'y a pas si longtemps que ça, où l'intégration de matières recyclées, on avait des blancs qui n'étaient pas parfaitement blancs et ainsi de suite, et c'était rédhibitoire il y a 5 ans.
de mettre en place ce type de produit sur le marché. Aujourd'hui, dans tous les briefs que les fabricants de flacons reçoivent, l'intégration de matières recyclées, c'est une demande et c'est plus un bloqueur d'avoir une couleur particulière. Au contraire, c'est un marqueur du fait qu'on travaille cette thématique-là et qu'on va dans le sens de la durabilité, de la sustainabilité, de l'éco-conception, quelque part, du produit. Donc, quelque part, ça change très vite. Donc, anticipez, mettez en place vos démarches d'éco-conception, analysez vos bloqueurs parce que ça va bouger et potentiellement, les solutions que vous ne pouvez pas mettre en place aujourd'hui, demain, on va vous demander de les mettre en place très vite. Ok, super. Donc là, on se rapproche de la fin du webinaire. Donc, je vous remercie pour toutes ces questions. Si jamais il y a d'autres questions sur lesquelles vous avez des besoins particuliers ou vous voulez qu'on vous réponde peut-être plutôt en privé, on est à votre disposition. Pour rappel, le webinaire sera disponible en replay si jamais vous avez besoin de revoir certaines informations. Et vous avez le support disponible avec les autres documents dans GoToWebinar. Donc voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci Guillaume et Rémi pour vos interventions et vos réponses aux différentes questions. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les webinaires d'IPC. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée.